Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver malgré les ponts, les viaducs et je ne sais quoi encore. Eh bien, nous sommes toujours là pour vous dire la vérité économique, pour vous décrire la réalité de l'économie française notamment. Et c'est vrai que c'est très important en ce moment parce que on ne dit plus cette vérité, on n'ose plus la dire. Et dès qu'on dit cette réalité, eh bien on nous taxe de complotistes, de faire de la politique, etc. Non, pas du tout. Je vous le dis très clairement, je suis apolitique. Mon but est de démocratiser l'économie, de vous dire la réalité économique pour qu'on puisse justement essayer de sauver la France. C'est vrai qu'elle le mérite, nous le méritons tous collectivement, j'ai envie de dire. Encore faut-il le vouloir, et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais encore une fois, comptez sur moi pour continuer de dire cette vérité malgré les pressions en tout genre. Et c'est vrai que la semaine dernière, donc sur cette même chaîne, sur ma vidéo hebdomadaire, j'ai simplement dit que les prix continuaient d'augmenter en France, les prix à la consommation, chiffre de l'INSEE vérifié par Eurostat. Et on m'a dit, ah ben non, c'est pas du tout le cas, l'inflation baisse, etc. Oui, mais attention, l'inflation, ce ne sont pas les prix. Les prix, c'est différent. C'est-à-dire que l'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Donc, comme les prix augmentent un petit peu moins vite, notamment que pendant 2022, logiquement, cette inflation baisse. Mais néanmoins, les prix continuent d'augmenter. C'est là le drame. Rappelez-vous les chiffres. Vous pouvez encore regarder la vidéo, bien sûr, de la semaine dernière. Ils sont très simples. Au mois d'avril, chiffre de l'INSEE, plus 0,6% d'augmentation donc des prix à la consommation. Sur 3 mois, plus 1,8%. Et depuis 2021, plus 16,4%. Donc voilà la réalité des prix en France. Donc on n'a pas arrêté de nous dire ça va baisser, etc. Non, les prix continuent d'augmenter. Alors ça va bien sûr finir par arriver, on peut l'espérer. Et regardez l'alimentation, malgré la baisse des cours des matières premières, ça continue malgré tout d'augmenter, c'est complètement fou. Alors encore une fois, ça finira par arriver, mais peut-être en passant par la case récession. Donc voilà, donc nous sommes là pour vous dire cette réalité encore une fois. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, avec donc 3 grands thèmes. Bien sûr, la Chine, c'est vrai que le président chinois est là aujourd'hui en France, donc on nous dit c'est formidable, on va gagner des parts de marché, la France va connaître une croissance forte grâce à la Chine. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou plutôt l'inverse? Déficit public, on vient d'avoir des chiffres sur le déficit de l'État pour le mois de mars, donc sur les premiers mois de l'année, ça augmente encore, c'est une catastrophe. Et puis bien sûr, troisième point, l'immobilier, là aussi, on vient d'avoir des statistiques toutes neuves sur le niveau des prix du mois d'avril, donc à début mai, et la baisse continue. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de nous dire non, ça y est, la crise est finie, mais non, la baisse continue. Donc on va voir tout ça évidemment dans le détail, toujours avec des graphiques réalisés sans trucage. Et comme d'habitude, je terminerai avec une bonne nouvelle, en fait avec même des bonnes nouvelles. On verra ça tout à l'heure. Alors on commence tout de suite parce qu'on a un programme très chargé, donc avec ce déficit public donc, qui vient de sortir, déficit de l'État, ça veut dire hors collectivité locale, hors sécurité sociale. Et regardez ce chiffre assez incroyable, 52,78 milliards de déficit public uniquement sur les 3 premiers mois de l'année. C'est quasiment un record historique, c'est le 3e record en fait. Et si on regarde sur 12 mois, alors là c'est bien plus grave, c'est le 2e record historique. Regardez bien ce chiffre, moins 171,32 milliards d'euros de déficit de l'État français. On a donc battu le niveau de l'année dernière. On est à quelques milliards du record absolu de mars 2021. Donc on a bien un problème très sérieux, malgré ce que nous disent nos dirigeants, comme quoi le déficit public va baisser en 2024. Ils nous disaient la même chose pour 2023, on le sait maintenant, le déficit public a augmenté en 2023 par rapport à 2022, et en 2024, ça va évidemment continuer d'augmenter. Donc malheureusement, nos chiffres qui paraissaient justement un petit peu pessimistes sont en train d'être vérifiés. On continue ce quoi qu'il en coûte assez incroyable, assez dramatique finalement. Donc on le voit ici, voilà nos prévisions. Je vous rappelle que pour 2023, on avait 154 milliards de déficit de public au sens large. On aura au moins 160 à 165 milliards de déficit en 2024 selon nos prévisions. C'est la courbe rouge ici. Et donc sur les bâtonnets bleus, en pourcentage du PIB, on était à 4,8 en 2022, 5,5 en 2023, et là on va passer certainement à 6% en 2024. Donc on se rend bien compte que malheureusement nous sommes très très loin des prévisions. Alors est-ce que les agences de notation vont enfin réagir ? J'ai envie de dire, peu importe, finalement, on l'a vu la semaine dernière, elles ne sont pas un modèle de crédibilité, peut-être Standard & Poor's le 31 mai, mais ça reste néanmoins pour l'instant un problème fondamental. Pour nous, les Français, on s'en fiche d'ailleurs de la notation, enfin même si ça aura un impact sur les taux d'intérêt qui vont encore augmenter, mais justement pour nous, on a un déficit public qui est dramatique et une dette, évidemment, s'il y a plus de déficit, il y aura forcément plus de dettes, et donc ma prévision là aussi, qui paraissait un petit peu folle il y a quelques semaines, est en train de se réaliser. On est donc sur 3101 milliards
milliards d'euros de déficit de dette publique pour 2023. On aura au moins 3200 à 3250 pour 2024 et autour des 3500 milliards d'euros de déficit d'ici 2025. Voilà la réalité de l'économie française. Une dette qui nous coûte de plus en plus cher. On est actuellement autour des 50 milliards d'euros donc de charges d'intérêt de la dette. On sera bientôt à 75 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. Et ça ne se trouve pas évidemment dans la rue comme on peut l'imaginer. C'est surtout des dépenses en moins pour la santé, pour les écoles, etc., pour la sécurité. Donc on se rend bien compte qu'on a une situation particulièrement difficile. Donc si cette dette publique continue d'augmenter, ça veut dire que les taux d'intérêt de la dette publique vont rester élevés, donc que les taux des crédits pour tous vont également rester élevés, ce qui va limiter l'activité économique et peser également à la baisse sur le secteur de l'immobilier. Alors justement, les chiffres viennent de sortir pour l'immobilier français. Vous savez qu'on suit les chiffres, je dirais, chaque mois de meilleurs agents avec les Échos notamment. Et bien, à chaque mois, depuis quelques mois, on nous dit la baisse est terminée. Ça y est, le marché va mieux, c'est la reprise, etc. Bon, vous vous souvenez qu'il y a encore quelques trimestres, à peu près 1 an et demi, quand je dis attention, les prix vont baisser, on me brillait au nez. Après, on dit, bon, c'est vrai, ça a baissé, mais maintenant, c'est fini. Depuis le début d'année, là, on nous dit, non, ça y est, la crise est terminée, tout va bien, ça repart à la hausse. Quand on voit les chiffres, non, ce n'est toujours pas le cas. Voilà, ici, donc les chiffres donc, de meilleurs agents. Donc, ce sont pour les appartements, donc pour les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, le plus cher, c'est bien sûr toujours Paris. Mais regardez bien, on n'est plus qu'à 9 259 € du mètre carré, ce qui veut dire par rapport au plus haut de 2021, une baisse de 15,1%. Et c'est généralisé. On voit ici Boulogne, on est à plus de 16% de baisse. Montreuil, quasiment 18% de baisse par rapport au plus haut. Attention. Aix-en-Provence, vous savez que ça avait bien résisté. Là, 2,7% de baisse. Nice également 1,7%. Lyon, bon, on est habitué, c'est 15% de baisse. C'est en train de se stabiliser, mais ça reste quand même 15% de baisse par rapport au plus haut. Bordeaux, moins 7,1%. Rennes, moins 4,3%. Strasbourg, moins 9,3%. Encore Villeurbanne, moins 10%. Cette baisse, maintenant, concerne toutes les villes, on va dire quasiment à part certaines villes avec des niches, entre guillemets, ou des micro-marchés. Voilà, ici, Montpellier, Lille, moins 6,1%. Marseille, moins 8,4%. Nantes, moins 14,8%. C'est vrai qu'il y a quelques mois, je disais qu'il y avait ce problème d'insécurité à Nantes. Et on me disait, oui, mais regardez à Marseille. Bon, certainement aussi, il y a de l'insécurité à Marseille. C'est sûr, d'ailleurs, malheureusement, dans beaucoup de villes de France, aujourd'hui, nous vivons dans l'insécurité. C'est quand même assez triste. On voit aujourd'hui que les prix du mètre carré sont inférieurs à Nantes par rapport à Marseille, avec cette baisse assez forte. Toulouse, ça baisse également malgré Airbus, malgré l'aérospatiale. Toulon, Angers, Grenoble, Tours, même Reims, des villes qui étaient plutôt protégées. Bien non, la baisse est en train de se généraliser. Je vous ai fait un graphique qui compare justement en euros, parce que là, c'est encore plus marquant, le prix du mètre carré pour les appartements, entre le plus haut, généralement atteint en 2021, des fois 2022, donc le plus haut, et donc le niveau actuel. Regardez Paris, on est à quasiment 11 000 € du mètre carré. D'ailleurs, c'était complètement fou, beaucoup trop cher. Là, on passe à 9 259. Pareil, si on voit Boulogne, 9 800, quasiment 10 000 € du mètre carré. Il y avait ça. Évidemment, c'est très beau Boulogne, mais quand même, il y avait un petit problème. Là, on est à 8 200. Ensuite, Montreuil, 7 500 € du mètre carré. Là, on est à... Vous voyez, en fait, on a une sorte de reconnexion. Les prix retrouvent un niveau normal, ce qui était anormal, c'était la situation précédente, où on avait évidemment des prix extrêmement élevés. Voilà, Lyon, 5 600. Donc maintenant, on est à 4 780. Vous voyez, donc sur des niveaux donc, plus élevés, avec Marseille également ici, 3 800, 3 500. Donc plus cher maintenant, finalement, que Nantes. Ce qui n'était pas le cas, je dirais encore, il y a quelques trimestres. Nantes et évidemment donc Toulouse. Donc on voit que cette baisse est là. Et quand on voit ces chiffres, évidemment, pour beaucoup de ménages qui pensaient vendre encore plus cher que ce qu'ils ont acheté, il y a une petite déception, ce qu'on appelle un effet de richesse négatif. Ils se sentent appauvris, donc ils ont moins de confiance, ils ont moins envie de consommer. Donc ça limite l'activité économique. Alors on me dit, oui, mais ça y est, c'est fini parce que les taux d'intérêt des crédits baissent. Alors chiffres de la Banque de France qui viennent de sortir, on est à quasiment 4% de taux d'intérêt en moyenne pour tous les crédits à l'habitat. On était à 4,1% le mois précédent, ça reste quand même très élevé. Si on regarde les derniers chiffres de empruntisme maintenant, eh bien on voit cette situation où donc on est sur le taux le plus élevé, on est à 5%, le taux le plus bas on est à 3,50 et en moyenne on est à 3,9, il y a une petite inversion ici, donc ça reste quand même autour des 4, c'est des niveaux extrêmement élevés. C'est sûr que vous voyez, ça a baissé un petit peu depuis le début de l'année, mais néanmoins, là, ça se stabilise, ça reste sur des niveaux très élevés, et si évidemment on compare au niveau qu'on avait encore début 2022, vous voyez, la hausse elle est toujours extrêmement forte. Je rappelle qu'à l'époque, on avait, vous voyez, 0,65 pour le taux d'intérêt au plus bas, sur un taux d'intérêt sur les crédits à 20 ans. C'était formidable, certes, il fallait en profiter, mais c'était extrêmement bas, 0,65% pour les meilleurs taux. Ensuite, on avait donc un plus haut de 2% et une moyenne de 1%. Bon, donc il y a
bien effectivement, situation aujourd'hui où on retrouve des niveaux normaux de taux d'intérêt. Et est-ce que ça va durer? Bien oui, parce que comme je l'évoquais donc la semaine dernière, comme l'inflation reste sur des niveaux élevés, la Banque centrale européenne ne pourra pas fortement baisser les taux d'intérêt. Et comme parallèlement, on a une dette publique qui continue de croître en France, les taux d'intérêt des obligations d'État vont aussi rester élevés. Donc malheureusement, cette crise immobilière, elle va durer. Pourquoi? Parce que tous les moteurs effectivement de cette crise sont toujours là. Et quand on regarde les chiffres, encore une fois, de la Banque de France ou de la FNAIM sur le volume d'activité, on se rend compte que le marché est toujours figé, est toujours bloqué. Regardez bien, les nouveaux crédits à l'habitat, donc chiffre de la Banque de France, donc ça atteint 6,7 milliards d'euros en mars, un plus bas donc depuis octobre 2014. Si on regarde l'ensemble des crédits, y compris les renégociations, ça a une chute de 65% depuis mars 2022. Le marché est quand même sinistré, parce que justement, il n'y a pas ces crédits. Alors ça va un petit peu mieux depuis quelques mois, mais ça reste quand même extrêmement mauvais. Parallèlement, les transactions immobilières, je vous rappelle les chiffres, ça a fait une chute de 22%. Donc l'année dernière, selon la FNAIM, c'est jamais vu depuis donc, les niveaux 70, des années 70. Et pour 2024, on annonce toujours, ça baisse un peu moins, heureusement j'ai envie de dire, mais ça continue de baisser autour des moins 10% de baisse du volume. Donc on se rend bien compte que cette baisse des prix, elle sera la bienvenue pour permettre justement de relancer un peu le marché de l'immobilier qui aujourd'hui est complètement figé. Donc la baisse des prix n'est pas une mauvaise nouvelle, ça permet de reconnecter le marché de l'immobilier à la réalité économique et parallèlement, comme les prix auront baissé, il y aura certainement de nouveau des acheteurs, ce qui pourra relancer un petit peu le marché. Donc voilà, en attendant, c'est vrai que tous les stigmates de cette crise immobilière sont toujours là malheureusement. Bon, d'ailleurs, d'abord, c'est un peu les éléments, les arguments qui expliquent cette baisse des prix de l'immobilier, cette crise immobilière au sens large. On a bien sûr une correction de la bulle immobilière passée, ce qui était anormal, c'est les prix qu'on a vus tout à l'heure qui ont complètement explosé. On a cette correction aujourd'hui tout à fait normale et j'ai envie de dire encore une fois salutaire. On a également une remontée logique des taux d'intérêt. Ce qui était anormal, c'était des taux d'intérêt à 0% pour la BCE ou même 0% pour même on a vu des taux d'intérêt négatifs pour la dette publique française. Complètement fou, donc c'était pas un monde normal lié effectivement à cette planche à billets, qui a donc été finalement une catastrophe comme on le sait maintenant, parce qu'elle a participé à générer une phase de forte inflation. On a également toujours un pouvoir d'achat qui est faible, puisque l'inflation reste élevée, donc les ménages n'ont pas de quoi pour acheter justement, c'est tout le problème. On a aussi un durcissement toujours des conditions de crédit, et ça continue, même si ça va un peu mieux, mais ça reste quand même particulièrement difficile et particulièrement coûteux pour les ménages. Des coûts de construction qui ont aussi augmenté, ça baisse un peu mais ça reste quand même très cher aujourd'hui, donc là aussi ça fige un petit peu le marché. Des normes énergétiques toujours très très compliquées, on veut mourir guéri si vous voulez en France, donc forcément c'est très bien, enfin je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas ça pose des problèmes pour justement la construction, et puis bien sûr une taxe foncière qui explose dans beaucoup de villes, et toujours des contraintes administratives dramatiques, donc tant qu'on a tout ça, le marché de l'immobilier évidemment il restera bloqué, il va continuer de souffrir, d'autant que si on regarde l'offre et la demande, les données structurelles de l'offre et la demande, c'est pas non plus formidable. Regardez du côté de l'offre, alors après le coronavirus, on nous dit, ça y est, on va arrêter le télétravail. Non, ça continue, mais certaines entreprises attirent les salariés pour justement beaucoup de télétravail. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est quand même un nouveau mode de vie qui n'est pas forcément, selon moi, formidable. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc l'immobilier de bureau continue de souffrir. Et donc tous les fonds d'investissement qui avaient de l'immobilier de bureau, soit ils vendent, soit ils transforment en habitation. Donc ça fait augmenter l'offre. Deuxième point, il y a beaucoup de décès aujourd'hui. C'est les enfants du baby-boom, si vous voulez, qui quittent ce monde désormais. Et donc, dans les années 2000-2010, il y avait 570 000 décès par an. Là, on va bientôt atteindre 670 000 décès donc, par an. De toute façon, tout à fait logique, sans pandémie ou quoi que ce soit. Et on a eu en 2023 638 266 donc, décès en France, évidemment. Donc, si les personnes décèdent, évidemment, il y a des biens qui se retrouvent sur le marché. Les enfants veulent revendre ou autre, etc. Donc, ça fait augmenter l'offre là aussi. Et puis, bien sûr, on l'a vu, la dette des ménages reste extrêmement forte. On est monté jusqu'à 100% du revenu disponible il y a encore quelques trimestres. C'est en train de baisser, mais on est toujours autour des 100%. Plus les risques de hausse du chômage. Donc, beaucoup de ménages, évidemment, sont contraints de vendre. Ils ont acheté au prix élevé. Ils doivent vendre pour retrouver un peu de pouvoir d'achat. Et donc, là aussi, ça fait augmenter les biens sur les marchés. Donc, l'offre est en train d'augmenter malgré ce qu'on entend ici ou là, surtout sur le marché secondaire, donc de l'immobilier donc de revente. Et du côté de la demande, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme on a effectivement cette inflation qui a fait beaucoup de dégâts, on a également une stagnation économique, ce qu'on appelle une précarisation sociale, donc notamment de la classe moyenne, qui est celle justement qui achète beaucoup d'immobilier. Cette classe moyenne est en train de s'appauvrir.
malheureusement, et donc si elle s'appauvrit, ben, elle ne peut pas acheter, donc elle ne peut pas demander, tout simplement, elle ne pense même pas aller voir son banquier pour obtenir un crédit, puisqu'elle n'a pas les moyens financiers de le faire, et ça c'est évidemment particulièrement coûteux et douloureux, donc ça fait baisser la demande. Conditions de crédit, on vient de le voir, donc toujours difficile, ça va mieux mais c'est toujours difficile, donc là aussi ça limite la demande. Et enfin, dernier point bien sûr, pour les investisseurs, il y a toujours l'impôt sur la fortune immobilière qui est là, même qui va peut-être augmenter demain, la taxe foncière qui augmente, on l'a vu tout à l'heure, donc là aussi ça peut dissuader certains acheteurs potentiels donc, de se porter acquéreurs, donc la demande est en train de baisser. Donc c'est la loi de base de l'économie, l'offre est en train d'augmenter, la demande est en train de baisser, donc les prix baissent et c'est tout à fait logique. Donc voilà pourquoi on a bien eu cette baisse des prix donc qui est autour des 15% si on regarde Paris. Au niveau national, c'est autour des 5%, mais ça va évidemment continuer. Donc conclusion pour l'immobilier. D'abord, donc sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers, ils vont rester élevés, même si ça va baissoter un tout petit peu, mais ça va quand même rester élevé. Donc ça veut dire que ça va limiter les conditions de crédit. Les prix immobiliers vont chuter au niveau national. Là, on est autour des -3, -4 ou -5%, ça dépend les chiffres. Et on peut encore atteindre -10% de baisse. C'est-à-dire qu'au total, on aura -15. Ce que j'annonçais depuis le début, embryonné à l'époque, j'avais dit -15 au niveau national. Les -15, on les a déjà à Paris, on l'a vu à Lyon, même dans certaines villes, c'est plus important. Donc là, ça veut dire que la baisse aura lieu cette année en 2024. Les locataires, est-ce qu'ils peuvent encore acheter? Oui, moi je vous conseille de faire des propositions à la cave, comme on dit, c'est-à-dire à des prix extrêmement bas. Et si le vendeur a besoin de cet argent, il acceptera, parce qu'il n'a pas encore compris que les prix avaient baissé, donc il se croit encore avec les prix extrêmement élevés, mais il devra là aussi les baisser. Et la bonne nouvelle, c'est que après le dégonflement de cette bulle, donc qui est bientôt terminé, je pense 2024-2025, les prix pourront repartir à la hausse progressivement. Donc voilà, ce qui est important, c'est de reconnecter les prix de l'immobilier par rapport à la réalité économique. Et nous n'oublions pas, sur longue période, il y a 3 placements phares. L'immobilier, bien sûr, les actions avec les dividendes réinvestis et l'or. Donc voilà, on n'aura pas trop de surprises si on favorise ce type d'investissement, donc y compris l'immobilier. Ça va encore en baisser, donc 2022, 2024, 2025, ça commencera à redémarrer. Donc on a encore un petit peu le temps et on reparlera évidemment de cette situation parce que ça va évidemment durer. Donc en attendant, on me dit mais c'est pas grave parce que la Chine est là et donc la croissance française va repartir. Bon. Pourquoi pas? Alors c'est vrai que la Chine, elle est toujours impressionnante. C'est-à-dire quand on regarde l'évolution du PIB chinois hors inflation depuis les années 80, oui, depuis 1980, c'est la courbe rouge ici, plus 3942% d'augmentation, quasiment 4000% d'augmentation, hors inflation, encore une fois, pour le PIB donc chinois, avec l'Inde qui fonctionne très bien, c'est 1166%, États-Unis plus 202%, la France plus 104%, évidemment la France était déjà un pays développé à l'époque, mais bon, tout de même 104% depuis 1980, c'est pas non plus génial. Mais bon, toujours est-il qu'on voit cette dynamique chinoise qui est incroyable. Alors c'est vrai que si on regarde en dollars courants, la Chine est devenue la 2e puissance mondiale derrière les États-Unis. Mais si on retraite ces chiffres avec ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire on isole les différences de pouvoir d'achat entre les différents pays, eh bien là, la Chine est déjà la première puissance mondiale. On le voit ici. Vous voyez, part du PIB de la Chine, donc le PIB mondial, en 1980, 2%. Et là, on est autour des 18-19%. Bientôt, selon le FMI, on sera au-dessus des 20% en Chine. Et dans le même temps, vous voyez, la zone euro, c'est ici en vert, c'est de 22% à autour des 11%, et les Américains aussi sont montés à 22% pour revenir vers des niveaux de 15-16%. Donc on se rend bien compte qu'on a aujourd'hui cette situation de l'économie chinoise qui est plutôt florissante. La Chine est devenue la première puissance mondiale, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, mais attention, c'est un colosse au pied d'argile, puisqu'on l'a vu dernièrement, avec notamment le coronavirus et surtout la gestion qu'ils en ont fait. Puis également, ils ont perdu beaucoup de parts de marché, notamment au profit de l'Inde. Bien, la Chine, elle traîne la patte, elle a une croissance toujours des 4 à 5%, donc c'est plus que c'était. Même l'excédent commercial chinois a régressé, on était à quasiment 1000 milliards d'euros il y a quelques mois, en fait en 2022, on voit ici ce chiffre sur la courbe bleue, maintenant on est à 850 milliards sur 12 mois, c'est toujours un très bon chiffre, je rappelle qu'avant le corona, donc en 2019, ils étaient à peu près à 350-400 milliards de dollars d'excédent, là on est à 850, donc c'est plus du double, donc ça reste quand même une très bonne performance pour l'économie chinoise, et d'autant que la Chine peut utiliser l'arme du taux de change, vous savez, le fameux yuan. Le yuan n'est pas une devise comme les nôtres, c'est pas une devise internationale. Pour l'instant, il y a un contrôle des changes et c'est le gouvernement chinois qui décide de la variation de ce taux de change avec une seule devise, en l'occurrence le dollar. Donc c'est le yuan dollar que l'on voit ici. Vous voyez qu'on est sur des niveaux entre 7,20 et 7,30 yuan pour un dollar. On était monté à 6,20 il y a encore quelques années. Vous voyez que là on est sur un plus bas depuis 2008.
Donc la Chine, justement, fait tout pour éviter d'avoir des difficultés pour exporter. Elle veut continuer d'exporter, de gagner des parts de marché. On le voit avec la voiture électrique. Elle est même prête à vendre à perte, ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe. Et on ne dit rien, on laisse faire la Chine, oui, en disant oui, mais ils vont accepter qu'on leur vende du cognac, etc. C'est bien beau tout ça, hein, mais est-ce que ça va suffire? C'est là qu'est la difficulté. Et les Chinois, dernier point pour leur résistance, ils ont également un trésor de guerre assez incroyable qu'on appelle les réserves de change. Vous voyez qu'on a aujourd'hui 3200 milliards de dollars de réserves de change en stock à la Banque centrale chinoise. Alors c'était monté à 4000 dans les années 2012-2013. Après, ils ont utilisé ces réserves pour relancer la machine, justement, et éviter une grave crise. Aujourd'hui, ils sont à 3200 milliards. Donc ça va évidemment les soutenir leur activité et leur permettre d'avoir une croissance toujours soutenue. Ils seront autour des 5%, 5,5%. C'est plus que c'était, mais ça reste quand même une bonne performance de croissance. Alors vous allez me dire, et la France dans tout ça? Ben voilà, c'est le problème, on est en train de laisser croire, comme d'habitude, les faux semblants, que la Chine va nous ramener la croissance forte. Bon, alors, ne rêvons pas, d'ores et déjà pour l'instant la Chine nous enlève de la croissance, puisqu'on a un déficit bilatéral, structurel avec la Chine. Vous voyez, l'année dernière, en 2023, on a eu 41 milliards de déficit commercial avec la Chine, après un record de 49,3 milliards en 2022, c'est une année particulière, mais c'est quand même assez élevé. Le niveau de nos exportations vers la Chine, c'est sur 12 mois, donc là c'est les chiffres qui viennent de sortir ce matin donc pour mars 2024, 31,4 milliards d'euros. Et parallèlement, vous voyez que sur les importations, on est à 71,4 milliards d'euros d'importation de produits chinois vers la France. Vous voyez qu'il n'y a pas photo entre les deux chiffres, hein. Il y a 40 milliards d'écart, hein, pour faire simple, d'où ce déficit évidemment. Donc ce qui veut dire qu'on a là aussi une situation où nous avons un déficit structurel. Donc les Chinois, ils profitent pour l'instant de nous plus que l'inverse, si vous voulez. Même si vous regardez ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, donc nos entreprises investissent beaucoup en Chine, notamment pour profiter du marché chinois, eh bien on a 30 milliards d'euros de flux d'investissement en stock de la France vers la Chine, alors que de la Chine vers la France, ce n'est que 9 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge pour rééquilibrer les comptes, entre guillemets. Alors, bien sûr, on me parle du luxe, etc. C'est sûr qu'on vend des produits de luxe. Alors, attention, beaucoup de produits de luxe sont malheureusement faits en grande partie à l'étranger. Après, on les ramène en France pour mettre la dernière touche et mettre Made in France. Mais en termes de contribution au commerce extérieur, ça n'apparaît pas, justement, dans les chiffres du commerce extérieur français. Pareil, beaucoup de produits qu'on vend souvent en Chine sont faits depuis l'étranger, où on a des coûts moins élevés, moins de taxation notamment, donc ce qui permet de vendre. Ce sont des produits français, donc on vend en Chine, mais ça n'apparaît pas dans le commerce extérieur français. Donc d'où cet écart entre les produits français et puis la réalité du commerce extérieur français. On voit ça d'ailleurs sur les chiffres, sur ce graphique sur longue période. Donc on le voit ici. Vous voyez, on avait un déficit commercial bilatéral avec la Chine de 25 milliards d'euros à peu près dans les années 2016-2017. Vous voyez, ça se stabilisait. Et là, donc, on se maintient autour des 40 milliards chaque année de déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Donc ne comptons pas trop sur la Chine pour dynamiser effectivement notre croissance. Par contre, vous savez qu'on l'a vu, là on s'est reçu à l'Elysée, on s'est embrassé, etc. Pas un mot sur la démocratie, pas un mot, je dirais, sur les sujets qui fâchent. Et donc évidemment, on espère gagner des petites parts de marché. C'est là qu'on voit la suprématie de la Chine qui aujourd'hui justement est en train de dominer le monde économique. Et ils ne seront pas philanthropes avec nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement une course à la taille, donc une suprématie économique. Ils voudront certainement un jour même concurrencer le dollar, ça on en reparlera, on en a déjà parlé, mais ça sera évidemment une crise sans précédent. Mais bon, chaque crise en son temps, hein, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la Chine a cette volonté, je dirais, de dominer le monde, alors que nous, finalement, on reste des outsiders, même très loin, dans des lanternes rouges de l'économie mondiale. Donc voilà, encore une fois, c'est très beau, je dirais, les apparences, mais il faut regarder la réalité économique. Nous sommes là pour ça. Alors, on va terminer, comme promis, avec quelques bonnes nouvelles. Alors là, en fait, ces bonnes nouvelles viennent donc des indicateurs des directeurs d'achat, composites, donc tout secteur d'activité, ils viennent de sortir pour l'ensemble du monde. Quasiment tous les pays publient ces indicateurs. Donc, numéro 1, c'est toujours l'Inde. Alors, regardez ce chiffre, c'est incroyable. Donc, je vous rappelle l'enquête, hein. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc, c'est très clair. Vous voyez, on a un niveau de 62,2, un plus haut depuis juin 2010.
Donc l'Inde va extrêmement bien. On a ensuite l'Arabie Saoudite et l'Espagne, vous voyez, ils connaissent croissance forte sur l'Espagne. Donc eux, évidemment, ils ont profité de ne pas être forcément dans le marché européen de l'énergie. Le Brésil qui redémarre, le Royaume-Uni également qui va pas si mal que ça, l'Australie. Après, on passe aux pays qui s'en sortent pas trop mal, mais c'est pas la croissance forte. Voilà, notamment la Chine, on vient d'en parler, 52,8. C'est bon, mais c'est pas non plus euphorique. Le Japon qui reste à son niveau donc du mois dernier. Au niveau monde, vous voyez 52,4, donc ça reste en phase avec une croissance mondiale qui sera autour des 3%, comme on vous l'a annoncé donc pour 2024. Et ensuite, dans un mouchoir de poche, on a la Russie, la zone euro, les États-Unis, à peu près les mêmes niveaux, légèrement en deçà des 52, donc sur une croissance qui reste appréciable, même si effectivement la zone euro, c'est plutôt un rattrapage. Alors vous allez me dire, et la France? Voilà, c'est l'autre bonne nouvelle. Pour la première fois depuis le mois de mai 2023, regardez bien, l'indicateur des directeurs d'achat composite, tout secteur d'activité est repassé au-dessus de la barre des 50. Alors c'est pas l'euphorie, 50,5, mais ça nous permet de souffler. Alors le problème, c'est que quand les indicateurs étaient en zone de baisse du PIB, le PIB augmentait un petit peu. Maintenant que ça passe en zone de croissance, peut-être qu'il y aura un écart, un décalage, on ne sait pas trop. Mais bon, toujours est-il qu'on va prendre cette bonne nouvelle comme telle. On voit également, donc malheureusement, nos amis canadiens, 49,9. Nos amis suisses ne publient pas d'enquête composite, mais c'est vrai que dans l'industrie, ils sont également très bas, autour des 42. Donc c'est également une croissance un petit peu compliquée pour nos amis suisses et pour nos amis canadiens. Je les salue parce que je sais qu'ils nous regardent très régulièrement. Et donc voilà, pour la France, ça résiste, mais ça reste quand même autour de la stagnation économique. Donc on est très très loin de la croissance forte. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Merci encore pour votre fidélité. Vous voyez que nous sommes là malgré tout pour vous décrire cette réalité économique. Encore une fois, merci de votre fidélité, de vos likes, de vos pouces vers le haut, de vos abonnements, de faire abonner vos amis. Nous sommes là pour ça. On doit diffuser cette réalité économique. Et merci également pour les abonnés premium. Il y en a toutes les semaines, donc c'est formidable. Donc ça vous permet d'avoir tous les slides. Vous m'envoyez ensuite un mail parce que YouTube n'envoie pas les slides comme je le souhaiterais. Donc c'est moi qui vous les enverrai ensuite par mail directement chaque semaine. Encore donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.